Bonsoir et bienvenue pour l'actualité locale sur TV Fil 78. Et en ce 9 mars 2015, il sera notamment question de la course Soleil qui a débuté dimanche depuis les Yvelines. Le Paris-Nice s'était lancé de Maurepas pour un prologue qui a tenu toutes ses promesses. Et à l'occasion du passage du Paris-Nice dans le département, une centaine d'élèves de la section sportive du collège Hélène Boucher à Voisins-le-Bretonneux a rencontré ce matin 3 anciens coureurs cyclistes. Et alors que vient de se refermer le mondial du tatouage à Paris, rencontre avec Christophe. Il pratique son art depuis 2 ans et vient de s'installer à Coignières. Il existe aujourd'hui en France plus de 4000 boutiques. L'annonce de la fermeture de l'école Camille Claudel à Plaisir qui inquiète les parents d'élèves. Une partie d'entre eux mobilisés ce week-end face à la mairie. Joséphine Colmans-Berger et son adjointe à l'éducation étaient présentes. Des échanges tendus alors que la municipalité envisage de répartir les 44 écoliers inscrits cette année dans 2 autres établissements de la ville. Pour les parents d'élèves, cela signifie tout simplement des classes surchargées à venir. L'école Camille Claudel, depuis plusieurs années maintenant, sert quand même de soupape, on va dire, aux autres écoles. C'est-à-dire que quand on arrive à un chiffre assez élevé d'effectifs dans les autres écoles, les enfants viennent ici, sont basculés ici. Donc, parce que ce qu'on sait, c'est que là, bon, pour l'instant, on est au mois de mars, les effectifs sont prévus à un certain chiffre. Ils vont encore évoluer d'ici le mois de juin et même en septembre. Donc si en septembre, les classes sont pleines à Jacques Prévert et à Gérard Philippe, les autres enfants, on les met où? On les met à Camille Claudel pour l'instant. Mais si l'école ferme, il n'y aura plus de soupape. Et les enfants, ils vont aller où? Ils vont continuer de faire grimper les chiffres dans les classes? Et rien n'est encore arrêté. La discussion se poursuit avec l'éducation nationale. Le Paris-Nice à présent, qui s'est donc ouvert dimanche dans les Yvelines avec un prologue de 6,7 km à Maurepas. Au-delà de l'aspect festif, on retiendra côté sportif la victoire du champion du monde, le Polonais Michał Kwiatkowski. Côté français, Sylvain Chavanel, 7e, est à 10 secondes. De quoi ravir les spectateurs qui ont découvert la richesse du plateau de cette 73e édition de la course au Soleil. C'est une belle course, un beau parcours exigeant qui demande de la dextérité. Et bon, on tombe sur un coureur qui est très adroit, parce que je crois que si mes souvenirs sont bons, il doit venir un petit peu du cyclocross ou du VTT. Et sur un parcours comme ça aide énormément. Il est jeune, donc il a vraiment la volonté d'aller chercher une belle victoire. Et je pense qu'il faudra aller le chercher. Et nous allons continuer à parler de cyclisme sport avec nos invités qui viennent s'installer en plateau. Philippe Plumat, bonsoir. Bonsoir. Venez vous installer également. Christophe Beauvisage, professeur d'EPS dans l'établissement scolaire Hélène Boucher à Voisins-le-Bretonneux. Et Philippe Plumat, vous en êtes le principal de cet établissement. Une centaine d'élèves de la section sportive de ce collège qui a rencontré ce matin 3 anciens coureurs à l'occasion donc du passage du Paris-Nice dans le département. Nous regardons pour débuter ce reportage réalisé ce matin par Mélanie Poquet. Ils ont en face d'eux 3 anciens champions cyclistes. Mais pour une question de génération, ces collégiens ont dû travailler la rencontre. Le prof nous a dit de nous renseigner sur Internet, donc je voyais à peu près qui c'était. Ces 100 élèves du collège Hélène Boucher sont tous en section sport. Et ce matin, ils interviewaient Bernard Hinault, quintuple vainqueur du Tour de France, Gilbert Duclos-Lassalle de Paris-Roubaix au palmarès et Sandy Cazard, vainqueur de 3 étapes sur la Grande Boucle. Partager notre expérience avec eux, leur dire qu'il faut se battre, que rien n'est facile, comme je l'ai dit. Je leur ai dit, il ne faut pas croire que tout arrive comme ça. La vie, c'est une compétition, donc il faut y aller, il faut bien travailler à l'école. Et si on a cette chance de faire du sport, il faut aussi bien travailler pour être le meilleur. Et le meilleur, c'est aussi bien à l'école. Comment gériez-vous mentalement la course quand vous étiez épuisé? Souvent, je me disais que j'étais pas le seul. 1 heure de questions-réponses préparées 2 semaines auparavant avec leurs professeurs autour de la carrière, des souvenirs des champions, mais aussi de l'argent et du dopage. 1 heure de rencontre peut-être un peu trop courte pour certains d'entre eux. C'était super intéressant, mais c'est dommage qu'ils ne sont pas restés plus longtemps. On aurait pu poser encore d'autres questions et puis savoir encore d'autres choses. Mais bon, si un jour ils reviennent, il n'y a pas de problème pour en poser d'autres, des questions. Les champions sont partis rejoindre la ligne de départ de la première étape de Paris-Nice. Pour les élèves, direction les cours, avec une belle photo souvenir. Nous parlons donc de cette rencontre à présent avec le principal de l'établissement et l'un des enseignants d'EPS également. Comment ça s'est mis en place, tout simplement? Ça s'est mis en place à l'initiative du Conseil général qui nous a demandé si on acceptait d'accueillir 3 coureurs.
champions, on va dire, 3 ex-coureurs, 3 champions, et on a mis ça en place avec le conseil général et les professeurs d'éducation physique et sportive. Alors justement, quel était un peu l'objectif? C'était pas uniquement une rencontre autour du sport là, ce matin. Disons que nous étions fiers effectivement de saisir une opportunité, de faire en sorte que nos élèves croisent ces 3 ex-champions. Ça s'est mis en place effectivement rapidement, simplement, mais grâce au travail de mes collègues profs de français, grâce au travail de ma collègue d'art plastique qui a su faire de cette action quelque chose de sympathique pour l'ensemble des élèves de l'établissement. Donc c'est enrichissant à plusieurs niveaux en fait. On leur montre non seulement les disciplines sportives et puis le témoignage des champions, mais c'est aussi pour l'éducation au sens large. Disons qu'on a permis à nos élèves d'aller vers une culture sportive un petit peu plus approfondie et on leur a permis effectivement de vivre une expérience hors du commun. S'adresser à des champions, c'est pas si évident que ça. Prendre la parole devant 150 personnes, même si c'est des camarades, dans une ambiance un peu particulière avec votre présence, TV-Fil. C'est des situations inhabituelles pour les élèves et surtout le fait d'avoir par anticipation programmé les questions, la manière de les formuler. C'était vraiment très enrichissant aussi à ce niveau-là. C'est enrichissant pour les élèves dans leur façon de travailler. C'est quelque chose qui est conduit fréquemment dans l'établissement. Vous essayez de changer un petit peu, pas les méthodes pédagogiques, mais en tout cas des approches un peu différentes. On essaie de faire évoluer la pédagogie. Recevoir 3 champions, c'est extrêmement rare, bien sûr. On a des approches pédagogiques, on travaille sur la transversalité. C'est un collège qui a beaucoup de projets, des projets sportifs et des projets culturels. Il y a des tas de choses qui sont faites au sein de l'établissement pour les faire évoluer, pour apporter une richesse. La différence apporte la richesse, bien sûr. Justement, par rapport au projet sportif, l'établissement a une vocation un petit peu à encourager les talents sportifs? Oui, on met des moyens, beaucoup de moyens. On soutient, bien évidemment, les moyens. Il y a une association sportive qui fonctionne extrêmement bien. Il y a quand même une section badminton qui fonctionne. Nos élèves ont été vice-champions de France de Batten. Donc quelque chose qui fonctionne bien, une osmose qui se passe bien, une émulation qui se passe très bien. Et en même temps, ça permet aux autres élèves de la classe, puisqu'on mixe les classes, d'avoir sans doute une bonne émulation pour pouvoir travailler et réussir. L'objectif étant toujours la réussite de nos élèves, bien évidemment. C'est quoi? C'est créer l'esprit de compétition aussi entre les élèves? Non? Plutôt une bonne ambiance de travail, une envie de s'entraider pour justement avancer ensemble. Les classes qui étaient ce matin face aux 3 champions, malheureusement on n'a pas pu y mettre tout l'établissement devant ces 3 champions. Les 4 classes qui étaient représentées et concernées par cette conférence sont des classes à profil sportif. Ils ne sont pas là que pour la pratique sportive, bien évidemment. Ils sont là pour apprendre à travailler ensemble dans un esprit différent d'une classe entre guillemets lambda. Le badminton, leur petite spécialité, est là pour essayer au contraire de créer de l'unité et de faire en sorte que les classes avancent dans un bon esprit de camaraderie et d'entraide. Ce qui est important aussi, parce qu'on revient sur l'événement de ce matin, sur les témoignages qui ont été apportés, c'est de montrer aussi que l'investissement sportif, c'est pas forcément synonyme de gloire, de richesse, de fortune. Parce que quelquefois, ça peut séduire aussi les plus jeunes pour s'inscrire dans ces filières-là et tout le monde ne devient pas... Bernard Hinault a terminé ce matin cette conférence justement par ces mots-là, à savoir que... Je me souviens qu'il a pu dire à nos élèves, si tu veux être un champion pour gagner de l'argent, tu ne gagneras pas de courses. Par contre, si tu as envie de gagner des courses, tu gagneras effectivement peut-être un peu d'argent. Donc, j'ai trouvé vraiment la formule intéressante. Quand même. Et justement, autour du cyclisme aussi, ça va se poursuivre. Vous me disiez, juste avant de débuter le journal, il va encore avoir une rencontre autour du vélodrome, territoire du vélo. Il s'avère qu'on a programmé, c'est un peu le fait du hasard, et on a programmé effectivement une visite du vélodrome et une participation d'une partie de ses élèves sur les activités de piste de vélo sur piste et de BMX. Oui, on va continuer un petit peu l'aventure vélo, sachant que les deux projets ne sont pas liés. Mais l'actualité autour du vélo à Saint-Quentin-en-Yvelines est assez riche en ce moment, forcément entre les mondiaux qui sont terminés et puis le Paris-Nice de ce week-end et le départ ce matin de la première étape du département des Yvelines. Également, une toute dernière question. Vous évoquiez tout à l'heure les nombreux projets de l'établissement, que ce soit sportif, culturel. Il y en a quelques-uns qu'on peut aborder. Lequel sera le plus grand projet à venir? Le plus grand projet... Celui qui va vous occuper d'ici aux vacances?
ils vont aux vacances, ils vont aller en Angleterre, nos élèves. Voilà, forcément la vie d'un collège au quotidien. Merci à tous les deux d'être venus en plateau pour nous parler de cette rencontre de ce matin et puis de la politique menée autour du sport dans votre établissement, le collège Hélène Boucher. Merci à vous. Tout autre sujet, à présent le tatouage qui s'est aujourd'hui démocratisé. Il existerait plus de 4000 boutiques contre une quarantaine dans les années 80. Au total, un Français sur 10 qui déclare s'être fait tatouer. Rencontre au lendemain du mondial du tatouage à Paris avec Christophe. Il est installé à Coignères où il pratique son art. Yolène Thorez et Elodie Moine. C'est la dernière étape avant de passer au trait indélébile et définitif. Christophe propose toujours à ses clients un aperçu au carbone pour valider une dernière fois le motif du tatouage et l'emplacement. Ensuite, il ne reste plus qu'à prendre son mal en patience. On y va tranquillement, le tout c'est de tracer les traits et puis de faire le motif, mais voilà, il n'y a pas de précipitation et puis déjà pour la netteté des traits, je dirais. Christophe s'est installé ici à Coignères il y a près de 3 mois et depuis son salon fonctionne surtout grâce au bouche à oreille. À la base passionné de dessin et de peinture, il s'est mis au tatouage il y a 2 ans. Les premiers tatouages, ça a été, on va dire, sur moi. Et puis très vite, après, ça a été, on va dire, sur les copains, sur la famille, sur, des collègues. Je veux dire, avant même de faire des clients. Sa marque de fabrique, l'écoute et la réflexion avec ses clients. Il passe parfois plusieurs heures à créer le motif qui colle à leur envie. Il affirme ce n'est pas le débit qui l'intéresse, mais la qualité. Alors il prend son temps et propose toujours un premier rendez-vous de contact. J'essaye de savoir éventuellement au plus près ce qu'il recherche, je veux dire, dans son tatouage. Ça permet de faire du sur-mesure et de personnaliser, je dis, au-delà du tatouage flash qu'on appelle, c'est-à-dire que pour ne pas faire quelque chose, simplement un copier-coller. Ça a été une vraie concertation aussi avec Christophe, c'est-à-dire que voilà, on s'est vu avant, on a choisi, on a revu les choses. Tu te sens en confiance avec le mec quand même qui va te tatouer, c'est hyper important. La méthode semble fonctionner, les clients se fidélisent. Après la cicatrisation d'ici 3 semaines, Yannick reviendra pour les derniers détails et avec quelques idées derrière la tête. Je vais en refaire un 4e, voire un 5e. Un dernier mot pour terminer ce journal. Nous en parlions la semaine dernière et visiblement, malgré l'interdiction formelle, certains aiment prendre des risques. Un couple propriétaire d'un drone a été placé en garde à vue ce dimanche 8 mars dans la soirée à l'hôtel de police de Versailles. L'homme et la femme, tous deux âgés de 48 ans, sont accusés d'avoir survolé le château avec un engin équipé d'une caméra avec retour vidéo sur la télécommande. Et tout cela sans autorisation. Ils risquent 75 000 € d'amende et 1 an de prison. Le journal revient demain, mardi, aux mêmes horaires, les précédentes éditions. L'intégralité également des reportages disponibles en replay sur notre site internet. N'oubliez pas que vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux. Excellente soirée.